Espace TV, le 22h. Les émissaires de la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda sont à Conakry. Ils sont venus s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure devant conduire à la tenue du procès du massacre du 28 septembre 2009. Ils ont rencontré le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Les détails, c'est dans ce journal. Les interpellations d'individus suspects se poursuivent dans toutes les régions de la Guinée. CUNET semble être la raison de leur présence en Guinée. Même des responsables administratifs déclarent qu'ils représentent une menace pour la sécurité et la sûreté du pays. Cependant, le Haut Conseil des Maliens de l'étranger appelle à la retenue. Et puis nous finirons cette édition d'information par le Chili qui fait face à l'une des plus grandes manifestations de son histoire. C'était donc le sommaire, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer. Le procès du massacre commis au stade du 28 septembre pourrait connaître une nouvelle date dans les jours à venir. La tenue de ce procès réclamé à corps et à cri par les victimes a du mal à voir le jour. Cet espoir né semble être lié à la présence d'une mission de la Cour pénale internationale qui est en Guinée. Cette délégation a été d'ailleurs reçue ce mardi par le ministre de la Justice. Elle était venue s'enquérir de l'état d'avancement de ce dossier. Djibril Ba, Yacouba Traoré. Les émissaires de la Cour pénale internationale encore à Conakry pour la 18e fois. Ce mardi matin, ils ont eu un tête-à-tête avec le ministre Mohamed Lamine Fofana. Ce dernier leur a expliqué les efforts entrepris jusque-là par le comité de pilotage des événements du 28 septembre 2009. C'était là, encore une fois, pour nous demander où nous en étions. Dans la préparation, nous avons fait la part des choses. On leur a expliqué, n'est-ce pas, comment nous voulons organiser ce procès, la volonté politique de M. le Président de la République, de son gouvernement, de voir ce procès se tenir, n'est-ce pas, à bonne date, et l'état des préparatifs en ce qui concerne les locaux, en ce qui concerne le magistrat, en ce qui concerne le personnel judiciaire qui va accompagner ce procès. En ce qui concerne les magistrats, au dire du ministre, 20 seront mis à la disposition de ce procès. Aussi 10 greffiers seront ajoutés pour le même travail, ce qui rassure les émissaires de Fatou Bensouda. Oui, on a vraiment suivi tout l'état d'avancement pour l'organisation du procès. On est au courant du travail qui fait le comité de pilotage depuis sa création l'année dernière. Je pense que déjà, l'idée d'avoir le procès en juin 2020 et qu'une formation pour les magistrats et tout le personnel judiciaire soit déjà prévue et bientôt en cours, je pense que ce sont des avancées très significatives. La mission de la Cour pénale internationale sera reçue par le procureur général près la Cour d'appel de Conakry, avant de se rendre à la primature. La même délégation donnera ses impressions jeudi, au terme de ses prises de contact. Décidément, toutes les régions de la Guinée ont enregistré leur lot d'arrestations d'individus suspects. Conakry, Kankan, Beila, Massanta, Sigiri, partout presque en Guinée, les interpellations s'enchaînent. Des ressortissants en majorité ouest-africains arrêtés pour des fins d'enquête par les services de sécurité. Une situation qui inquiète, d'autant plus que les suspects disent avoir foulé le territoire guinéen à la recherche d'un emploi promis par la société de vente en ligne directe CUNET. La psychose est née, mais le Haut Conseil des Maliens met en garde contre tout amalgame lié aux intentions de ces ressortissants en Guinée. Mamadou Saliouba, Yacouba Traoré. Ils sont plus d'une cinquantaine. Des Maliens dont l'âge varie de 20 à 30 ans, interpellés, placés en détention en République de Guinée. Une situation qui touche le Haut Conseil des Maliens en Guinée qui a tenu à apporter quelques précisions sur cette affaire qui fait polémique. La société Kinet, qui fait un marketing en ligne, ou des gens en tout cas qui agissent à son nom, font des contacts avec par des contacts relationnels. Pour le cas qui nous concerne, il s'agit d'un jeune Guinéen qui résidait en Guinée équatoriale avec un de nos compatriotes, qui l'a contacté pendant que ce dernier est en séjour dans sa ville natale à Fikasso, pour lui parler d'une affaire qui semble être intéressante
et qui pouvaient l'éviter d'aller à l'aventure. Son pays, diminué par le terrorisme, le Malien fait confiance à son ami et s'installe en Guinée. Il paye 500 000 francs CFA à un Guinéen qui se réclame de Kinet et fait venir d'autres Maliens, selon le Haut Conseil. C'est ainsi qu'il a commencé à contacter des amis ou des parents. À chaque fois qu'un nouveau arrive, alors lui aussi on lui demande de remplir les mêmes conditions. Certes, ces Maliens interpellés avec d'autres étrangers ne sont ni déclarés à l'ambassade du Mali en Guinée, ni au bureau des Maliens. Certains parmi eux portent des amulettes, mais le président du Haut Conseil des Maliens aime préciser. Lorsqu'un élément de la famille quitte pour aller à l'aventure, il bénéficie d'une protection de la part de sa famille. Si c'est chez un imam, il lui fera des versets du Coran. Si c'est un dogon, il lui donnera aussi des masses dogon, etc. En fonction des coutumes des uns et des autres. Et je pense que ce n'est pas un élément inquiétant. Rien qu'à Cancan, 36 Maliens sont arrêtés et présentés comme des rebelles par le préfet. Le Haut Conseil des Maliens demande de faire attention. Toute déclaration, toute position prise avant l'aboutissement de cette enquête, pour nous, n'engage que les intéressés. Mohamed Sidibé dit croire à la justice guinéenne. Dans le même sillage, le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne se réjouit de la suspension des activités de CUNET en Guinée. Pour lui, les Maliens arrêtés ne sont ni plus ni moins que des victimes d'arnaques et ne représentent en aucun cas une menace pour la Guinée. Il demande d'ailleurs de meilleurs traitements pour ses compatriotes détenus dans les cellules et qualifie les propos du préfet de Cancan d'exagérer. À Diop avait donc qualifié les personnes arrêtées de rebelles. On l'écoute au micro de Mamadou Saliouba et Ibrahim Sori Sengsouma. C'est un peu exagéré. Je pense qu'on l'a même demandé de retirer ça. Ce n'est pas des rebelles. Il les a trouvés avec des allumettes. Et qui ne porte pas des allumettes, la plupart encore en portent. Donc ce n'est pas une raison de qualifier de rebelles. Je peux vous dire que la présence de nombre massif de Maliens en Guinée ne constitue pas une menace pour une rébellion. Nous avons pendant l'Ebola, nous avons eu plus de 600 de milliers de Guinéens qui avaient des quarantaines maliennes. Personne ne les a qualifiés de rebelles. Et c'est diligenter rapidement les enquêtes afin d'établir leur innocence, c'est important. Deuxièmement, des conditions de détention humaines. Ils sont en caleçon. Et vous savez, quand vous arrêtez quelqu'un, déjà, la privation de sa liberté, mais en plus vous le déshabillez. C'est des pratiques qui existent depuis très longtemps, qu'on laisse ces personnes habillées. Parce qu'ils sont entachés dans des cellules très restreintes et ils sont déshabillés. Donc nous demandons à ce que ça change. Vous retrouvez donc le passage de ce responsable de la diaspora malienne dans l'émission Les Grandes Gueules après cette édition d'information. Nous restons toujours avec CUNET et nous vous l'annoncions hier en bref. Dans un communiqué conjoint, le gouvernement guinéen a mis officiellement fin aux activités de la société de vente en ligne CUNET. Un acte salué par de nombreux citoyens, même si d'autres affirment que la décision est venue tardivement. Mamdo Kalisso, la Messila. Désormais, la société de marketing réseau CUNET est interdite de toute activité sur le territoire guinéen. C'est une décision conjointe des ministres de la Justice, de l'administration du territoire et celui de l'économie et des finances. Un acte salué par certains citoyens. C'est un problème d'escroquerie. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont quittées à Farana pour venir ici à cause de l'affaire de CUNES. C'est moi-même qui les ai dit que c'est une affaire escroquerie de se retourner. D'autres pensent que cette décision devrait être prise plus tôt. De nombreux citoyens ont été ruinés par cette société depuis son arrivée en Guinée. Le gouvernement même va faire une lenteur dans ça, quoi. Sinon, depuis longtemps, il devrait interdire ce genre de trucs. Parce qu'ils ont arnaqué beaucoup de personnes en Guinée. Moi-même, j'ai sauvé un grand frère parce qu'il avait dit d'envoyer ses dossiers. En envoyant ses dossiers, d'envoyer 7 500 000. En ce moment, ça, c'était à peu près $1000 qui vont le faire
voyager et l'envoyer en Côte d'Ivoire pour les formations et puis d'emploi aussi. Ces derniers jours, des centaines de jeunes de nationalités guinéennes et étrangères ont été arrêtés à travers le pays. Ces citoyens pensent que des personnes sulfureuses pourraient se cacher derrière cette société pour trafiquer le passeport guinéen, notamment aux candidats à l'immigration clandestine. Ce n'est pas une question de rébellion et trucs. Peut-être qu'ils peuvent se profiter encore, enfermer les gens pour leur donner le passeport guinéen. Parce que le Guinéen est capable de tout, quoi. Et on sait que les gens traversent sur le Méditerranée. Et on sait qu'avec le passeport guinéen, tu n'as plus besoin du visa marocain. Là, si tu peux aller facilement et puis traverser. Ils peuvent faire ça comme leur politique. Il y a beaucoup qui vont sur la mer, ils ne sont pas guinéens, mais ils ont le passeport guinéen. QNET peut se profiter dans ça. La décision d'interdire toute activité de QNET en Guinée intervient après plus d'une année de combat mené par les services spéciaux de la lutte contre la drogue, le banditisme et le crime organisé. Sur un tout autre plan, le collectif des jeunes pour la cause de la République a porté plainte ce mardi auprès du parquet général contre le député Ousmane Gawal Diallo pour menace d'assassinat contre l'institution du président de la République. Selon les plaignants, les propos tenus par le député pourraient porter atteinte aux institutions républicaines, suivait le coordinateur national du collectif au micro de Mohamed Valek Touré et d'Ibrahima Sori Kamara. Nous sommes là ce matin pour déposer notre plainte contre l'honorable Ousmane Gawal Diallo pour des propos tenus lors d'un meeting du Front National pour la défense de la Constitution à l'antenne Paris. Et ces propos qui sont des propos menaçants, propos déplacés, haineux, et à l'encontre de l'institution du président de la République. Comme vous le savez, dans notre pays, le président de la République est une institution et il est protégé contre les offenses et toutes sortes d'atteintes à son intégrité, conformément aux dispositions de l'article 37 de la Constitution. Nous avons pensé que ces propos violent systématiquement un certain nombre de dispositions de nos textes de loi. Nous avons pensé qu'il ne faut pas laisser cette situation passer, qu'il va falloir taper sur la table pour mettre fin à ce que nous appelons le terrorisme verbal, qui est devenu le sport favori d'un certain nombre de politiciens, à un moment où notre pays est menacé et la situation politique est beaucoup plus compliquée. En réaction donc à cette plainte, Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG, parle tout simplement d'un faux débat. S'il regrette néanmoins les propos du député Ousmane Gawal Diallo, il ne tolère pas pour autant ceux tenus par le président Alpha Condé. Alseni Bari, Abakar Din Kamara. D'abord, le FNDC draine du monde à Conakry et à l'intérieur du pays. On parle de centaines de milliers de personnes. Le RPG est prêt à répliquer à travers une réception le jeudi, une semaine après, jour pour jour. Le président Alpha Condé ne s'est pas encore rassuré qu'il est le président de la Guinée. Et s'il doit démontrer qu'il est bon, qu'il est populaire, c'est dans son bilan. Le problème de l'électricité, est-ce qu'il a réglé? Le problème des infrastructures, est-ce qu'il a réglé? Et il a construit combien de centres de santé? Fodé Oussou, certes dessus, mais tient au respect de la loi pour l'organisation d'un tel accueil. Le président de la République n'a pas hésité à rendre l'opposition responsable de la mort de ses militants. Nous disons que c'est extrêmement grave pour ces propos. Le président de la République doit pouvoir présenter les excuses au peuple de Guinée. Sur les propos d'Ousmane Gawal, Fodé Oussou parle d'une conséquence directe des propos du président de la République et des cadres du RPG Arc-en-Ciel. Le président Cellou Dalein, par rapport à ce propos d'Ousmane, a fait un tweet qui a été repris par tous les sites internet. Ça, c'est la position de l'UFDG par rapport à ça. Nous disons, quand le président de la République dit lui-même que dans des pays, il y a eu des manifestations, il y a eu des morts, mais il y a la Constitution, il y a eu modification de la Constitution. Quand le président a dit ça, comment vous pouvez comparer les propos d'un citoyen aux propos d'un président? Le vice-président de l'UFDG a également fustigé les propos de Bantamasso concernant le contigui de la Basse-Côte et déplore l'inertie du procureur de la République.
2 semaines après la mort de plusieurs jeunes tués lors des manifestations appelées par le Front national de défense de la Constitution, le ministre de l'Unité nationale et de la Citoyenneté effectue enfin ses premières visites dans les familles. Mamadou Taran Diallo est allé présenter ses condoléances au nom du gouvernement guinéen à Ouanidara. Il a souhaité que les corps des victimes bénéficient d'une autopsie. Taran Diallo précise que les morts enregistrés sont le fait d'un accident. Rosaline Gauthier-Monemou, Ibrahima Souri Kamara était sur les pas de la délégation ministérielle. Cette série de visites a commencé dans 2 familles qui ont enregistré 3 victimes à Ouanidara. Cette délégation ministérielle, venue présenter les condoléances dans ces foyers, a été chaleureusement accueillie. Le ministre de la Citoyenneté trouve que ce qui s'est passé est un accident. Il faut dire que nous sommes devant une situation d'accident. Il n'y a pas de volonté délibérée d'assassiner ou de faire assassiner un Guinéen. Le ministre de la Citoyenneté réitère la volonté du chef de l'État et du gouvernement de faire l'autopsie des corps et d'ouvrir une enquête afin de trouver les coupables. Le Premier ministre, chef du gouvernement et le président de la République ont dit qu'on va dérouler des enquêtes et faire des autopsies des corps pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé et prendre des dispositions, comme toujours, pour que des choses comme ça ne se répètent pas. Les parents des victimes restent pessimistes face à l'annonce de cette délégation. Ils trouvent qu'il y a eu assez de victimes tuées lors des manifestations politiques. On n'a jamais trouvé de coupable. Ils s'en remettent à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut attendre? On attend que la justice de Dieu, c'est tout. Parce qu'on n'est pas mieux que des Jakaria jusqu'à maintenant là. Combien de centaines de morts, combien de personnes qui ont été tuées? Il y a quelle justice qui a jugé? Alors on laisse tomber ça. On est en famille, il faut qu'on se pardonne d'abord. Tout ce qui s'est passé entre nous, tant qu'on ne se pardonne pas, on ne va pas avancer. Les victimes de la répression des manifestations du 14, 15 et 16 octobre dernier, appelées par le Front national pour la défense de la Constitution, seront inhumées ce mercredi au cimetière de Bambeto. Et puis parlant de ces victimes des manifestations, il y a un communiqué donc du ministère de la Santé qui vient d'atterrir dans nos locaux. L'enterrement annoncé donc des victimes des événements du 14, 15 et 16 octobre dernier pourrait ne pas avoir lieu demain. Et pour cause, le ministère de la Santé vient de déclarer dans un communiqué que les autopsies recommandées ne seraient pas encore terminées au regard de la complexité de l'opération. Le ministère de la Santé précise qu'en raison de la poursuite de ce processus, les dépouilles mortelles des victimes ne sont pas disponibles en vue de la mise en œuvre de la suite à donner donc aux pratiques en usage en pareilles circonstances. Le département précise dans son communiqué que ces opérations permettront la manifestation de la vérité dans cette affaire. Il promet de restituer les corps aux familles des victimes une fois les autopsies achevées. Sans transition, les émetteurs radio frauduleusement installés sur le toit de la radio-télévision guinéenne RTG Koloma. L'étonnante découverte effectuée il y a une semaine vient d'être confirmée par la direction de la RTG après une visite technique. Le propriétaire de la radio Continental FM reconnaît que son matériel fait partie de ceux saisis à la RTG, mais s'interroge sur le mécanisme par lequel son matériel a quitté le site Koloma Marché pour se retrouver sur le toit de la RTG. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Abdoulaye Kamara. Il y a quelques jours, des auditeurs constatent quelque chose d'inhabituel à la radio nationale et interpellent la direction de la RTG. Nous avions été alertés depuis quelques jours par certains de nos auditeurs de l'intérieur du pays d'abord, ensuite de Conakry, que la radiodiffusion nationale a des problèmes de son. Le son défaillant, la direction décide d'envoyer une équipe technique pour résoudre le problème. Les techniciens découvrent alors 2 autres émetteurs illégalement installés. C'est ainsi que mon homologue directeur de la diffusion m'a informé que ces agents sont venus sur le toit de la RTG, ils ont découvert 2 émetteurs qui sont frauduleusement installés là et qui étaient en train de fonctionner. Si la RTG accuse un de ses techniciens, le propriétaire de Continental FM, une des radios citées, dit être aussi étonné. Depuis août 2017, Mamadou Silla traite avec une entreprise qui lui gère sa diffusion.
Selon ces documents brandis par le patron de presse, son matériel devait être installé ici, à Koloma Marché. Chaque mois, s'il a versé 3 millions à l'entreprise, ajouté aux 33 millions financés pour le transfert du matériel, il se retrouve à plus de 100 millions de francs guinéens dépensés pour la cause en 2 ans, un mois. Radio et tout était chez moi ici. Donc, alors, à un moment donné, on nous a parlé de le mettre sur relais. On a eu l'offre de M. Aziz Diallo. Ouais, on est d'accord sur un montant mensuel de 3 millions pour loger, c'est-à-dire envoyer notre émetteur, celui, l'onduleur, stabilisateur. Aziz Diallo, cité par le patron de Continental FM, n'a pour l'heure pas souhaité réagir. Mais après la confiscation de son matériel, le patron de Continental FM a dû importer d'autres matériels de la France pour rallumer sa radio après une semaine de silence. Mamadou Silla pense que cette affaire a des dessous politiques. L'artiste Ibro, il a dit que ce n'est pas la radio qui veut, mais que c'est moi. Que c'est moi parce que je suis de l'opposition. Un huissier de justice a déjà constaté les faits sur le terrain, selon le directeur de la RTG. Le département de l'information, de son côté, a saisi l'agent judiciaire de l'État qui le représente en tant que service public. Difficile pour l'heure de savoir qui est la véritable victime dans cette affaire qui ressemble à un serpent à plusieurs têtes. Ouverture ce mardi à Conakry d'un atelier sur la validation du rapport de la revue finale du projet d'appui à la modernisation du système d'état civil en Guinée. L'objectif est de partager les enseignements issus de la phase pilote réalisée dans les différentes communes de la région administrative de Nzérékoré afin de capitaliser les acquis et le déploiement de ce projet dans toutes les préfectures du pays. Idrissa Bari, Amara Alexila pour plus de précisions. Après 2 ans d'expérimentation dans la région administrative de Nzérékoré, qui a touché plus de 60 communes, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la Direction nationale de l'état civil et les partenaires techniques et financiers, ont initié cet atelier pour capitaliser les acquis de ce projet de modernisation du système d'état civil en Guinée. Il est clair que la modernisation de l'état civil en République de Guinée est faisable. Je crois que ça, c'est ce qui ressort de cette phase pilote. C'est faisable et c'est faisable d'une façon durable. Il faut aussi noter que le financement de l'Union européenne a joué beaucoup dans la mise en œuvre de ce projet. Dans sa phase d'exécution, ce projet a permis dans un premier temps d'augmenter significativement le taux d'enregistrement des naissances de 27% en 2016 à 54% en 2019. Ce projet a aussi permis aux acteurs du système d'état civil de développer ensemble une vision commune sur un état civil moderne, comme décliné dans la stratégie nationale de réforme et de modernisation de l'état civil 2018-2022. Et c'est perceptible en région des Nzérékoré. Et vulgariser ça sur une partie du pays et aller progressivement à l'ensemble du pays constitue un enjeu majeur, un défi auquel vraiment je crois que ce programme souscrit et le ministère de l'administration du territoire s'engage à le réaliser. Et bientôt, nous allons couvrir vraiment à travers l'appui de nos partenaires, l'Union européenne, l'UNICEF, l'OMS et beaucoup d'autres partenaires vont nous apporter leur accompagnement, leur assistance technique et nous pourrons ainsi assurer la promotion d'un état civil fiable et complet. Cofinancé par l'Union européenne et l'UNICEF à hauteur de 1 144 000 €, ces partenaires espèrent que les enseignements tirés de la phase pilote seront capitalisés durant cette rencontre d'échange afin que progressivement le pays se dote d'un état civil fiable, universel et moderne qui garantirait la protection de tous les enfants. Deuxième phase d'évaluation de l'initiative présidentielle de reboisement de 1600 hectares. Kindia, Labé, Mamou étaient concernés par cette mission conduite par le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. L'objectif était donc de toucher du doigt les espèces plantées par les différentes ONG. Algassimou Yaliba, Tierno Sadouba. Accompagné par les autorités locales du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, cette mission d'évaluation a visité les différents sites reboisés par les ONG
dans les localités de Kindia, Mamou, Dalaba et Labé. La mission se dit satisfaite du travail abattu. Comme vous-même vous pouvez le voir, la plantation a été correctement faite et le premier entretien aussi. Donc nous appelons tous les acteurs, toutes les ONG qui sont impliqués dans le processus de faire autant. Parce que dans un premier temps, il y a 60% qui ont été versés, mais les moyens mis à la disposition des ONG. Dans le contrat, les 40% seront versés après évaluation. Évaluation de la plantation, évaluation du premier entretien. Donc j'espère que toutes les ONG ont travaillé de cette façon. Le directeur des eaux et forêts invite certaines ONG à accompagner le processus déjà enclenché et qui devrait permettre de protéger le couvert végétal. Par conséquent, l'ONG est invitée à poursuivre les travaux pour garantir l'entretien. Les différentes espèces reboisées dans ces sites sont entre autres le sapin, le moringa et le lengué. Pour la protection de ces sites reboisés, les autorités locales et les ONG rassurent. En faisant toujours l'entretien et en invitant la population riveraine de lutter contre le feu de brousse, qui est encore un facteur majeur qui contribuera vraiment à la destruction de ces jeunes plants. Nous avons demandé à la communauté de nous assister et déjà il y a des engagements communautaires qui accompagnent ce reboisement-là. Il y a le maire, les conseils communaux, le président du district qui s'engage à entretenir les plants après les 5 mois. Le colonel Layali Kamara et sa suite ont remis les 40% restants aux autorités locales de l'environnement, des eaux et forêts. 2 milliards de francs guinéens, c'est le montant qu'un citoyen guinéen dont la maison a été démolie hier à Dubreka réclame à l'État pour son dédommagement. Selon le propriétaire de l'immeuble, c'est en toute illégalité que sa maison a été détruite alors que le représentant du ministère de l'Industrie et des PME qui a dirigé l'opération de destruction soutient que la dette maison industrielle appartenant à l'État guinéen. Al-Gassim Yaliba, Alucine Camara. Voici la maison en question avant la démolition. Là, après le passage de la machine, rien ne reste sauf ces murs et ce tas de sable. Tout a été détruit sur ordre du ministère de l'Industrie et des PME, selon son propriétaire qui se dit choqué. Je suis vraiment déçu. Vous voyez la maison là, de l'an 2000 jusqu'à 2012, moi et ma femme, on a laissé tous les enfants à Conakry, on est parti à Koukoudé. On a fumé le poisson pour avoir la liberté de sortir dans la location. Cette maison au cœur de ce conflit domanial était construite sur une zone industrielle, nous apprend-on. Un domaine d'ailleurs qui aurait été mis à la disposition d'un industriel pour y installer son usine de production de savon. Pour faire quitter donc les occupants, une procédure de dédommagement a été enclenchée, mais pour le propriétaire de cette maison, la somme proposée est très petite. Moi, je vaux 2 milliards. Pourquoi 2 milliards? Le terrain, il y a 2 parcelles et demi, et la maison aussi, évaluée. J'ai travaillé ici sans économie. Sans économie. Et si vous regardez les murs cassés, vous-même vous sentez que ce n'est pas un travail économique. Il lance un appel pour être rétabli dans ses droits. À défaut, il sera obligé de saisir la justice. Je compte saisir la justice. Au cas s'ils ne font pas comme je veux. Nous avons joint par téléphone le représentant du ministère de l'Industrie et des PME à Dubreka. Selon lui, le propriétaire de la maison avait été prévenu depuis 2016 que le terrain était une zone industrielle que l'État souhaite reprendre pour des besoins industriels. Il ajoute qu'à l'époque, l'érection du bâtiment n'avait pas atteint ce niveau. Ailleurs dans le monde, fait usage d'un canon à eau contre des manifestants défilant à l'extérieur du palais présidentiel de la Moneda à Santiago après l'annonce d'un remaniement ministériel alors que le gouvernement fait face à l'un des plus grands mouvements de protestation dans le pays
depuis des décennies. Au Chili, le remaniement ministériel ne convainc pas les manifestants. Depuis le 18 octobre, le pays est en proie à une vague de contestation sociale inédite. Le président chilien a remplacé un tiers de gouvernement, dont les très contestés ministres de l'Intérieur, de l'Économie et des Finances. Les manifestants défilent à l'extérieur du palais ont été dispersés par la police à l'aide d'un canon à eau. 20 personnes sont mortes depuis le début des manifestations contre l'inégalité sociale. Esto se está viendo en las calles, no hay ninguna posibilidad de que esto disminuya. Fue un mero maquillaje, nosotros apostamos, como dije, el pueblo de Chile apuesta a una asamblea constituyente y a una nueva constitución hecha por todos y por todas las chilenas. Un nouvel appel à manifester devant le palais présidentiel circule sur les réseaux sociaux pour maintenir la répression contre le gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. J'ai été très heureux de vous servir. Demain, vous serez en compagnie de Fatmata Binta Bari. Passez donc une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète. Musicien